Bonjour, bienvenue dans l'émission 100% Congo, palabrement possible. Nous allons palabrer sur le thème lire et écrire à l'heure du numérique. Mon invité d'aujourd'hui est un culturel. Il est écrivain, mais c'est aussi le plus jeune éditeur du monde. Il s'appelle Exaucé Elvin Ngaba Nsilou. Bonjour monsieur l'écrivain éditeur. Bonjour monsieur le journaliste. On aimerait savoir, est-ce que lire et écrire est encore important à cette époque numérique ? Et bien sûr, aujourd'hui, à l'ère du numérique, si on est un alphabet, on ne pourra pas s'en sortir parce que la lecture ou l'écriture, c'est une bonne thérapie du cœur parce que bien que le monde s'évolue à tout moment, à chaque seconde, mais si on ne sait pas trop écrire ou lire, on serait comme perdu. Donc il est encore important de savoir lire aujourd'hui. Pourquoi écrire un livre ? Bien, on écrit un livre pour retranscrire l'histoire, on écrit un livre pour visiter les âmes, on écrit un livre pour se faire entendre et pour laisser des marques. Parce que sans l'écriture, ce monde ne serait pas. Comme on dit, la culture, c'est la seule chose qui nous reste au monde après avoir tout perdu. Voilà pourquoi nous sommes encore capables d'écrire. Parce que cette génération qui devient trop numérique est en train de tourner dos au monde analogique. Donc on doit toujours écrire pour réconcilier l'histoire. Combien de livres avez-vous déjà à votre compte ? J'ai déjà 6 livres à mon compte. Le dernier, c'est un roman qu'on parlerait tout à l'heure, bien sûr. Votre roman notamment qu'on doit parler, qui s'intitule Mémoire d'un enfant de la rue. On aimerait savoir, ce roman parle de quoi concrètement ? C'est un roman autobiographique qui parle d'un adolescent de 12 ans qui s'appelle Elvez Kimpolompolo. C'est un enfant qui a été chassé par son père, puis par sa mère. On l'a accusé d'être sorcier, donc l'enfant connaîtra beaucoup d'infortunes. Il se retrouvera dans la rue, il fera tout ce qui se passe dans la rue. Donc un jour, cet enfant-là va aider un monsieur qui était ministre. Ce monsieur va l'aider aussi à devenir une personnalité. Et puis cet enfant serait un jour député de son État. On aimerait aussi savoir d'où vous est venue cette inspiration sur le vécu des enfants de la rue. On s'inspire des scènes de la vie quotidienne. Vous savez, ce livre, bien que c'est un récit romancé, on ne peut pas dire des choses comme ça n'arrivent jamais. C'est une vérité que j'ai voulu matérialiser parce que j'avoue, j'ai été choqué à un certain moment de ma vie, étant enfant. Je me suis dit, mais pourquoi d'autres enfants ont droit à être dans les maisons, d'autres enfants se retrouvent dans les rues, tout ça. Donc j'ai voulu me rapprocher des enfants de la rue, comprendre un peu pourquoi ils sont loin de nous, pourquoi ils sont méprisés. Donc c'est là où je me suis mis dans la peau d'un enfant de la rue. Sinon, je m'inspire toujours des scènes de la vie quotidienne, de ce qui se passe dans notre vécu, dans notre parcours. Parce qu'on ne peut pas imaginer une histoire, ça n'aura pas trop d'impact. Il faut toujours s'inspirer de quelque chose qui est réel et puis après on pourra ajouter sa dose pour que ça soit romancé. Vous n'êtes pas seulement un écrivain, vous êtes aussi un éditeur et vous êtes le plus jeune éditeur du monde. Comment s'appelle la maison d'édition dont vous dirigez ? Notre maison d'édition s'appelle les éditions Renaissance africaine. Pourquoi vous avez décidé d'appeler ça de la sorte ? Est-ce que c'est juste une imagination aussi littéraire ? Question juste curieuse, quoi. Non, ce n'est pas une simple imagination. Nous avons voulu appeler ça Renaissance parce que Renaissance vient du verbe renaître. Parce qu'aujourd'hui, notre génération ne s'intéresse plus à la littérature. Donc par cette maison d'édition, on veut relancer un peu ce manque de dynamisme de la part des jeunes aujourd'hui. Donc le nom Renaissance africaine, carrément, c'est de l'espoir qui va renaître. Ce n'est pas seulement une maison africaine parce qu'aujourd'hui, nous sommes à beaucoup d'initiatives. Donc c'est une maison qui est un peu représentée un peu par-ci par-là. Donc le rêve a été celui de l'éveil africain et aujourd'hui, on concilie de l'espoir, on donne de l'espoir aux jeunes. Combien de livres votre maison d'édition a déjà publié ? Nous sommes peut-être à une cinquantaine de titres déjà publiés de plusieurs nationalités. Nous avons des livres du Cameroun, de la France, du Congo RDC, Congo-Brazzaville, et même au niveau de l'Haïti, Allemagne, nous avons des livres comme ça. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés dont rencontre un éditeur au Congo-Brazzaville, par exemple ? Dans l'exercice de ses fonctions, pas seulement au Congo-Brazzaville, mais partout, un éditeur est confronté au problème de diffusion des ouvrages. Parce que de la chaîne de fabrication du livre, ça commence par l'auteur qui écrit un manuscrit qui donne à l'éditeur, l'éditeur qui reçoit, après avoir retravaillé. Si ça va dans le cadre de sa ligne éditoriale, on va à l'imprimerie. Mais bien, on peut avoir le livre entre les mains, mais si le livre n'est pas diffusé, ça c'est un problème. Donc les éditeurs que nous sommes, on essaie de voler de nos propres ailes parce qu'on n'est pas soutenu par les pouvoirs publics. Nous sommes un peu délaissés alors que c'est nous qui voulons
revitaliser ce côté littéraire, mais on n'est pas vraiment soutenu. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des difficultés à vouloir diffuser nos ouvrages partout. Pensez-vous que la littérature congolaise est encore florissante? Bien sûr, pour s'en rendre compte, il faut faire le tour des librairies. Un peu partout au Congo, ici en France, la littérature africaine, congolaise en particulier, est très prisée parce que chaque jour, dans beaucoup d'éditeurs, nous assistons à la naissance des livres des écrivains congolais, bien sûr. Donc on peut affirmer que la littérature congolaise est encore florissante. Est-ce qu'en tant qu'écrivain, j'aimerais savoir, on a une responsabilité citoyenne pour l'unité et le progrès de son pays? Bien sûr, un écrivain, c'est un chirurgien des mots. Un écrivain, c'est celui qui peut revisiter les mémoires. Donc un écrivain a un rôle très important à jouer dans le développement d'un pays. Parce qu'à l'époque, ce sont les écrivains qui rédigeaient les constitutions, les textes un peu fondamentaux de l'histoire d'un pays. Donc un écrivain, c'est celui-là qu'on peut compter pour le progrès d'un pays. Votre livre Le chant du départ, hommage à Emilienne Mouebara, est un livre qui a suscité beaucoup de discutaillements sur la toile parce que j'en ai notamment fait un édito où on aimerait savoir pourquoi un jeune écrivain comme vous avez décidé de rendre hommage à la maman du président de la République actuelle. Donc on aimerait savoir, ce livre parle de quoi concrètement? Un écrivain, c'est le miroir de sa génération. Donc j'ai trouvé anormal de ne pas écrire sur cette dame de cœur, cette femme Emilienne Mouebara, qui n'est plus aujourd'hui. Je me rends compte, le monde a l'impression, disons, nous au Congo, on a l'impression d'oublier cette femme. Donc j'ai voulu concilier l'histoire en écrivant ce livre-là. Le chant du départ n'est pas un livre biographique, mais c'est un récit romancé qui parle d'Emilienne, qui parle de l'enfance du jeune Denis Sassou Nguesso, aux côtés de sa mère qu'il a tant aimée, maman Emilienne Mouebara. Donc ce livre parle de cette dame qui a toujours aimé son fils, de cette dame très humble qui est restée toujours dans sa position. Vous savez, son fils qu'elle avait tant aimé est devenu chef de l'État, mais cette dame n'a pas voulu s'entourer des privilèges. Elle préférait rester au village, faire son chant, vivre loin de son fils qui occupait le palais présidentiel, Ampila. Donc cette dame a mis de côté les fastes. Dans nos villages, on sait qu'aujourd'hui, si un fils est devenu dignitaire, les parents quittent le village, veulent un peu venir à la capitale pour connaître un peu ce qui se passe, pour s'entourer des privilèges, des fastes, pour connaître cette vie de luxe. Mais celle-là, elle a voulu nous donner une bonne leçon pour dire aujourd'hui, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, peu importe la position qu'on occupe, il faut toujours rester humble dans la vie. Donc ce livre, c'est une bonne leçon de modestie. Donc si on comprend très bien, vous voulez notamment faire comprendre aux Congolais et aux Congolaises le côté peut-être oublié de cette maman, Emilienne Mouebara, qui doit être ce côté que tous les Congolais doivent rendre hommage, si je me rends compte. Oui, Emilienne Mouebara, c'est l'exemple de la modestie irréprochable. Donc, fallait sûrement écrire ce livre parce qu'on ne pouvait pas oublier cette dame qui a fait beaucoup de choses pour notre pays, qui a encadré son fils, qui est un modèle, qui est devenu aujourd'hui président de la République. Donc, ce livre n'est pas un livre qu'on peut oublier comme ça, non. C'est pas un livre écrit pour bénéficier des privilèges, mais c'est un livre écrit pour marquer mon histoire, pour dire aux gens, voilà, il y a encore des gens qui ont existé dans ce monde, qui ont accompli des actions. Donc c'est pas un livre écrit à des fins peut-être pécuniaires ou comment, non. J'ai écrit comme ça parce que je suis écrivain, j'écris sur tout ce qui m'inspire, c'est ça. Que pensez-vous notamment de M. Alain Mambonkou qui critique souvent nos autorités? Ben, je trouve cette démarche un peu maladroite parce qu'Alain Mambonkou, c'est un aîné que j'ai vraiment aimé, bien que je ne l'ai jamais côtoyé, mais très jeune, j'ai été fasciné par ses textes. Mais moi, je trouve cette démarche maladroite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller voir un président étranger pour vouloir destituer son président. Moi, je trouve que c'est vraiment paradoxal. Ça a été quelque chose... Ah, vous pensez lorsque monsieur l'écrivain Alain Mambonkou est parti rencontrer le président de la République française, monsieur Hollande, François Hollande, donc c'était une faute gravissime? Ben oui, je le dirai à tout moment, ça a été une grande maladresse.
Alema Bankou avait des entrées au palais présidentiel. Donc c'était une personne qui se connaissait très bien avec le chef de l'État. S'il était mécontent par le pouvoir de ce monsieur, il savait par où voir le chef de l'État pour donner son opinion. On ne peut pas aller exposer les problèmes internes d'un pays à l'étranger. Ou en sa qualité d'écrivain, il était capable d'écrire un livre pour fustiger un peu les pouvoirs en place, comme ce qu'on a vu à l'époque. Que pensez-vous de ces hommes politiques qui notamment laissent à des écrivains ou notamment à des gens pour que ces gens-là ou ces écrivains-là puissent leur écrire des discours ou des livres? Que pouvez-vous dire de ces hommes politiques-là? Est-ce que c'est bien ou simplement ils veulent avoir une gloire littéraire pour qu'on puisse simplement les applaudir? Que pensez-vous de ces hommes politiques-là? Bon, en gloire littéraire, je ne pense pas, parce qu'on n'écrit pas un livre pour avoir un prix. On écrit un livre pour marquer sa présence dans ce monde. Ben, il faut savoir catégoriser. Il y a des écrivains et des écrivains publics. Un écrivain, c'est celui qui fait de ce métier. En fait, c'est comme un sacerdoce qui écrit des livres pour marquer son époque, comme ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, il y a des écrivains publics qui font de ça un métier. Parce qu'un écrivain public, c'est celui qui écrit pour le compte de ceux qui écrivent mal ou qui ne savent pas écrire. Donc, un écrivain public peut aider un homme politique moyennant quelque chose. Ce n'est pas un service gratuit. Ça existe depuis la nuit des temps. Depuis que le monde existe, les écrivains publics ont leur place. Par contre, il y a aussi des nègres littéraires qui écrivent pour le compte des gens. Donc beaucoup des hommes politiques sont devenus écrivains aujourd'hui. Ils n'ont pas mérité. Ce n'a pas été l'œuvre des écrivains publics, mais plutôt des nègres littéraires. Ce sont des écrivains fantômes qui rédigent pour le compte d'une autre personne. Quand le livre apparaît, bien, on met le nom de la personne qui a sollicité ce service-là. Donc, ce qui nous fait mal, c'est qu'ils viennent inonder le marché pour dire que voilà, un tel a écrit. Parfois, ce n'est pas trop ça la littérature. Donc, ce sont comme des parvenus en littérature, en fait. Pour notamment conclure cette émission, j'aimerais savoir quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes écrivains congolais qui aimeraient un jour devenir plus que M. Alain Mbonkou ou plus que le parcours que vous avez déjà accompli. Bon, aujourd'hui, on n'écrit pas pour égaler une personne. Il ne faut pas se mettre en tête qu'on écrit pour dépasser Alema Bankou ou M. Egoseng Abansilou. On écrit pour gagner un prix. On écrit pour laisser ses marques, pour laisser ses empreintes. Aujourd'hui, le conseil à donner à mes frères jeunes, puisque je suis encore jeune, c'est de leur dire de croire en soi. Parce que même sur Internet ou pendant mon séjour ici en France, beaucoup de gens me posent la question. Excusez-moi de vous couper, mais on aimerait savoir, vous êtes venu en France pourquoi? Ça aussi, ça m'intéresse. Ben, je suis venu en France pour deux choses. Parce que moi, j'ai une double casquette, vous le savez. Je suis à la fois écrivain et éditeur. Donc, en ma qualité d'écrivain, je suis venu en France parce que j'étais l'invité spécial de l'Afrique à la 5e édition du festival Quartier du Livre qui s'est tenu du 15 au 22 mai à l'arrondissement 5 de Paris. Et puis après, en ma qualité d'éditeur, j'ai pris part à l'Assemblée générale de la réunion des éditeurs francophones. Merci. Donc revenons à ce que je disais. Depuis que je suis ici en France, je constate que beaucoup de gens sont émerveillés par ce que je fais. Ils me posent la question pour savoir comment devenir écrivain. Avant de répondre à ça, je leur pose une question simple. Qu'est-ce qu'un écrivain? La plupart sont perdus. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'un écrivain. Tout ça, c'est simplement dire, avant de projeter à écrire ou de vouloir être écrivain, il faut savoir à quoi consiste la littérature. Donc je leur dirais de croire en soi, de beaucoup lire, parce que la lecture, c'est l'arme essentielle. On ne peut pas vouloir écrire si on n'a pas lu au préalable, parce qu'on ne peut pas avoir des mots qu'on va mettre dans nos livres, dans nos ouvrages, si ce ne sont pas les mots qu'on a eu à lire au préalable. Donc il faut d'abord lire, parce que seule la lecture peut faire de vous un écrivain. Donc n'écrivez pas pour vouloir égaler une personne, n'écrivez pas pour vouloir obtenir des prix rapidement, n'écrivez pas pour vouloir se tailler une place au soleil, non. On écrit pour témoigner son époque, on écrit pour laisser des marques. Je me suis mis aux côtés de celle qui était Kalissa Ikama. C'était une jeune, la plus jeune écrivain du Congo à l'époque, qui en 2005 avait publié son livre Le Triomphe de Magali. Moi, je me suis senti prêt aussi à écrire. C'était un peu pour la rivaliser. Ça, c'était un rêve d'enfant. Aujourd'hui, je n'écris pas pour rivaliser les autres. Mais à l'époque, j'ai voulu écrire pour rivaliser cette dame-là. Mais les prix ont commencé à tomber en 2017 quand j'ai obtenu mon premier prix. Mais pourtant, j'écris depuis 2005. Vous avez combien de livres à votre compte et c'était quel prix que vous avez obtenu?
En 2017, j'ai été lauréat du prix. En 2018, mon roman Un temps pour toutes choses a été le meilleur roman de 2018, sélection 2018 en France. Et aujourd'hui, en 2019, au mois de septembre, mon roman est parmi les finalistes du prix Dada Guéonzin, je pense, du meilleur écrivain africain. Donc c'est toujours ce roman-là qui m'a fait obtenir le prix. Voilà, c'est ça. Vous avez combien de livres à votre compte? On aimerait bien savoir. J'ai 6 livres déjà à mon compte, déjà sur le marché. Et ma toute dernière question serait notamment que vous puissiez nous dire, est-ce que vos parents sont fiers de vous? Oui, mes parents sont très fiers de moi. D'ailleurs, maman ne croyait jamais à ce que je faisais à l'époque. Elle me voyait souvent de rentrer de classe, j'étais en train d'écrire. Je dis finalement pourquoi tu ne consacres jamais à tes études, juste moi là à écrire. Je l'avais dit un jour, ce rêve va payer. Et papa aussi qui m'avait laissé très jeune parce qu'il était parti en France après sa retraite. Papa un jour était surpris de voir lors d'un salon du livre que mes livres étaient exposés alors que j'étais encore en Afrique. Donc il avait trouvé ça très fascinant. Lui qui ne croyait pas en moi, il me dit mais comment tu as fait pour... toi étant au Congo, éditer un livre qui est vendu ici en France. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de savourer tout ce que j'ai fait comme travail littéraire. Aujourd'hui, il n'est plus, paix à son âme. Maman, par contre, a vu ce rêve payer parce que si je suis venu en France ici, c'est grâce à mon travail d'écriture. Donc c'est un rêve qui a été matérialisé en fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur l'écrivain, éditeur, Exaucé Elvenga Bansilou. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous. Mais nous, on ne peut pas conclure cette émission sans souhaiter joyeux anniversaire à 2 grandes dames de la République qui sont les 2 dames de cœur. À la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, son Excellence Madame Inès Ingani, et à Madame la députée Blandine Nyanga. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine émission de 100% Congo par là vraiment possible.